Tout en parlant, il reprit les deux oreilles, posa une planche sur ses genoux et procéda à leur examen minutieux. Lestrade et moi l'encadrions et nous regardions alternativement ces horribles dépouilles et le visage méditatif, tendu de notre compagnon. Finalement, il les reposa dans le sel et demeura silencieux quelque temps. Vous avez remarqué, bien entendu, demanda-t-il, que ces oreilles n'appartiennent pas à la même personne? Oui, je l'ai vu, mais il s'agit d'une mauvaise plaisanterie d'étudiant dans une salle de dissection. Peu importait deux oreilles dépareillées ou une paire. En effet, mais il ne s'agit pas d'une mauvaise plaisanterie. Vous en êtes sûr? De fortes présomptions s'y opposent. Dans les salles de dissection, les cadavres reçoivent une injection de liquide antiseptique. Ces oreilles n'en portent pas trace. D'autre part, elles sont fraîches. Elles ont été arrachées avec un instrument émoussé. Or, les étudiants travaillent avec de bons instruments. Par ailleurs, un esprit tant soit peu médical aurait songé à du phénol ou de l'alcool rectifié, mais sûrement pas à du gros sel. Je répète qu'il ne s'agit pas d'une farce, mais d'un crime grave. Un petit frisson me parcourut l'échine en entendant les mots de mon compagnon et en regardant le sérieux qui avait durci ses traits. Ce préliminaire brutal semblait présager un drame horrible et inexplicable encore à l'arrière-plan. Lestrade, toutefois, secoua la tête comme quelqu'un qui n'est qu'à demi convaincu. Je ne nie pas que la thèse de la farce se heurte à plusieurs objections, dit-il. Mais il y en a de bien plus fortes contre la vôtre. Nous savons que cette femme a mené une existence très discrète et très respectable à Pange, comme ici depuis 20 ans. Elle ne s'est presque jamais absentée de chez elle plus d'une journée. Pourquoi, dès lors, un criminel lui enverrait-il les preuves de son crime? À moins qu'il ne soit une actrice consommée, elle ne comprend pas mieux l'affaire que nous mène. Tel est le problème que nous avons à résoudre, répondit Holmes. Pour ma part, je m'y attellerai en présumant que mon raisonnement est correct et qu'un double assassinat a été commis. L'une de ces oreilles est une oreille de femme, petite, délicate, percée par un anneau. Ces deux personnes sont sans doute mortes, sinon nous aurions entendu parler d'elles. Nous sommes vendredi. Le paquet a été posté jeudi matin. Le drame a donc eu lieu mercredi ou mardi, au plus tôt. Si ces deux personnes ont été assassinées, qui d'autre que le meurtrier aurait adressé à mademoiselle Cushing la preuve de ce crime? Nous pouvons déduire que l'expéditeur du paquet est l'homme que nous recherchons. Mais il devait avoir une bonne raison pour l'adresser à mademoiselle Cushing. Quelle raison? Sans doute
pour l'avertir que le crime avait été commis, ou peut-être pour la faire souffrir. Mais dans ce cas, elle sait qui il est. Le sait-elle? J'en doute. Si elle le sait, pourquoi aurait-elle alerté la police? Elle aurait enterré les oreilles et personne n'en aurait rien su. Voilà ce qu'elle aurait fait si elle avait désiré protéger le criminel. Mais si elle ne désirait pas le protéger, alors elle nous aurait livré son nom. C'est un bel écheveau à débrouiller. Il avait parlé de sa voix aiguë et rapide en regardant dans le vague. Soudain, il sauta sur ses pieds et se tourna vers la maison. « J'ai quelques questions à poser à mademoiselle Cushing, dit-il. Dans ce cas, je vais vous laisser ici, déclara Lestrade, car j'ai une autre petite affaire en cours. Je crois n'avoir plus rien à tirer de mademoiselle Cushing. Retrouvez-moi au commissariat. Nous y passerons en nous rendant à la gare, répondit Holmes. Nous nous retrouvâmes bientôt dans la pièce du devant où la vieille demoiselle travaillait paisiblement à sa tétière. Elle la reposa sur ses genoux quand nous entrâmes et nous regarda de ses yeux bleus perçants, bien francs. « Je suis persuadée, monsieur, nous dit-elle, que c'est une erreur et que ce paquet ne devait absolument pas m'être adressé. Je l'ai dit et répété à ce gentleman de Scotland Yard, mais il n'a fait qu'en rire. Pour autant que je sache, je ne compte aucun ennemi sur cette terre. Pourquoi donc me jouerait-on une pareille plaisanterie? Je partage tout à fait cette opinion, mademoiselle Cushing, répondit Holmes en prenant un siège à côté d'elle. Je crois qu'il est plus probable. Il s'arrêta. Je le vis, non sans surprise, considérer avec une intensité singulière le profil de mademoiselle Cushing. Un éclair d'étonnement et de satisfaction passa sur son visage. Mais lorsqu'elle leva les yeux pour découvrir la cause de son silence, il était redevenu impassible. Je me mis alors à étudier les cheveux plats et grisonnants de notre hôtesse, son petit bonnet pourpré, ses boucles d'oreilles, sa physionomie placide, sans savoir ce qui avait pu provoquer l'émotion de mon compagnon. Il y a 2 ou 3 petites questions. « Oh, je suis lasse des questions !» s'écria avec impatience mademoiselle Cushing. « Vous avez 2 sœurs, je crois? Comment le savez-vous? Au moment où je suis entré dans la pièce, j'ai remarqué que vous aviez sur la cheminée la photographie d'un groupe de 3 dames. L'une est incontestablement vous-même, et les 2 autres vous ressemblent tellement qu'elles ne peuvent qu'appartenir à votre famille. Vous avez tout à fait raison. Ce sont mes sœurs, Sarah et Marie. Et voici près de moi un autre portrait, pris à Liverpool, de votre plus jeune sœur en compagnie d'un homme qui, à en juger par son uniforme, est un steward. À cette époque, elle n'était pas mariée. Vous avez le don d'observation très développé. C'est mon métier. Eh bien,
vous avez entièrement raison. Mais elle épousa Monsieur Browner quelques jours plus tard. Il était sur la ligne de l'Amérique du Sud quand cette photo fut prise. Mais il était si amoureux de sa femme qu'il ne pouvait pas se résoudre à la quitter si longtemps. Aussi s'engagea-t-il dans des navires qui font le trafic entre Liverpool et Londres. Ah, le Conqueror, peut-être? Non, le Mayday, aux dernières nouvelles. Jim vint me voir ici une fois. C'était avant qu'il se remît à boire. Mais ensuite, il buvait toujours quand il était à terre. Et le moindre petit verre le rendait fou furieux. Ah, ce fut un triste jour quand il se remit à boire. D'abord, il me laissa tomber. Puis, il se querella avec Sarah. Et maintenant que Marie ne m'écrit plus, nous ne savons pas comment ils vont. Il était évident que mademoiselle Cushing avait abordé là un sujet qui lui tenait au cœur. Comme la plupart des gens qui mènent une vie retirée, elle s'était montrée timide au début, mais elle devint vite extrêmement communicative. Elle nous donna beaucoup de détails sur son beau-frère, le Stewart, puis reprit le thème de ses précédents locataires, les étudiants en médecine, nous énuméra leurs défauts, leurs noms et les hôpitaux où ils travaillaient. Holmes écoutait tout avec beaucoup d'attention et l'interrompait parfois pour lui poser une question. À propos de votre deuxième sœur, Sarah, dit-il, je me demande pourquoi, puisque vous êtes célibataires, toutes les deux, vous n'habitez pas ensemble. Ah, on voit bien que vous ne connaissez pas le caractère de Sarah. Quand je suis venu à Croydon, j'ai essayé. Il y a 2 mois, nous avons dû nous séparer. Je ne veux rien dire contre ma sœur, mais elle se mêle toujours de tout. Et elle est difficile à satisfaire, Sarah. Vous dites qu'elle s'est disputée avec votre famille de Liverpool? Oui, et pourtant, ils furent quelque temps les meilleurs amis du monde. Elle était allée à Liverpool pour habiter avec eux. Et à présent, elle n'a pas de mots assez durs pour Jim Boisset. Quand elle était ici, elle ne parlait de rien d'autre que de son ivrognerie et de ses mauvaises manières. Je pense qu'il n'a pas dû supporter ses ingérences dans son ménage et que leur brouille a commencé comme ça. Merci, mademoiselle Cushing, dit Holmes en se levant et en s'inclinant. Votre sœur Sarah habite, m'avez-vous dit, dans le New Street à Wallington? Au revoir. Je suis tout à fait désolé que vous ayez été troublé par une affaire qui ne vous concerne nullement. Un fiacre passait quand nous sortîmes. Holmes se héla. Wallington est loin d'ici? Demanda-t-il. 1500 mètres, monsieur. Très bien. Grimpez, Watson. Il faut que nous battions le fer pendant qu'il est chaud. L'affaire a beau être simple, il reste encore quelques détails à préciser. Quand vous passerez devant un bureau de poste, coché, vous vous arrêterez. Holmes expédia une courte dépêche et quand le fiacre se remit en route, il s'adossa dans le fond de la voiture avec son chapeau rabattu sur les yeux pour se protéger du soleil. Notre cocher s'arrêta devant une maison
qui ressemblait assez à celle que nous venions de quitter. Mon compagnon lui commanda de nous attendre, et au moment où il posait sa main sur le heurtoir, la porte s'ouvrit et un grave gentleman, vêtu de noir, coiffé d'un chapeau très lustré, apparut sur le perron. « Mademoiselle Cushing est-elle ici ?» s'enquit Holmes. « Mademoiselle Sarah Cushing est très gravement malade, » répondit-il. « Depuis hier, elle souffre d'un dérangement cérébral extrêmement sérieux. En ma qualité de médecin, je ne saurais prendre la responsabilité d'autoriser une visite. Je vous prie de revenir dans 10 jours. » Il enfila ses gants, referma la porte et descendit la rue. « Eh bien, si nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas, » fit Holmes avec entrain. Peut-être n'aurait-elle pas pu ou voulu vous en dire beaucoup? Je ne voulais pas qu'elle me dise grand-chose, je voulais simplement la regarder. Tout compte fait, je pense que j'ai amassé tout ce dont j'avais besoin. Conduisez-nous à un restaurant convenable, cocher. Nous allons déjeuner, après quoi nous irons retrouver l'ami Lestrade au commissariat de police. Nous déjeunâmes fort agréablement tous les deux. L'après-midi était fort avancé et l'ardeur du soleil légèrement tombée quand nous arrivâmes au commissariat. Lestrade nous attendait devant la porte. « Un télégramme pour vous, monsieur Holmes, » annonça-t-il. « Ah, c'est la réponse. » Il l'ouvrit, y jeta un coup d'œil et l'enfouit dans sa poche. « Tout va bien, » fit-il. « Avez-vous découvert quelque chose ? » « J'ai tout découvert. »« Quoi ? Vous plaisantez ?» Lestrade le considérait avec stupéfaction. « Je n'ai jamais été plus sérieux. Un crime ignoble a été commis, et je crois que j'en possède maintenant tous les détails. » « Et le criminel ?» Holmes griffonna quelques mots au dos d'une de ses cartes de visite et la tendit à Lestrade. « Voilà le nom, dit-il. Vous ne pourrez pas effectuer l'arrestation avant demain soir au plus tôt. Je préférerais que vous ne mentionniez pas mon nom dans cette affaire, car je tiens à ne le voir associé qu'à des problèmes dont la solution présente des difficultés. Venez, Watson. » Nous repartîmes ensemble vers la gare, tandis que Lestrade contemplait d'un air épanoui la carte que Holmes lui avait remise. « L'affaire, me dit Sherlock Holmes, est l'une de celles où, comme pour les enquêtes que vous aviez intitulées « Études en rouge » ou « Le signe des quatre », nous avons été contraints de raisonner en remontant des effets aux causes. J'ai écrit à Lestrade pour le prier de nous fournir les détails qui nous manquent encore et qu'il ne pourra se procurer qu'après avoir capturé le meurtrier. Cette capture ne fait pas de doute, car, bien qu'il ait la cervelle vide, il est plus tenace qu'un bulldog à partir du moment où il a compris ce qu'il doit faire. C'est d'ailleurs cette ténacité qui l'a fait monter en grade à Scotland Yard. Votre dossier n'est donc pas complet ? Presque complet pour l'essentiel. Nous savons
qui est l'auteur de cette révoltante affaire. Mais l'identité de l'une des victimes nous manque. Naturellement, vous avez déjà formulé vos propres conclusions. Je suppose que ce Jim Browner, steward sur un navire de la ligne de Liverpool, est l'individu que vous soupçonnez? Oh, c'est plus qu'un soupçon. Et cependant, je ne vois rien de mieux que quelques vagues indications. Au contraire, rien ne saurait être plus clair. Retraçons les principales étapes. Nous avons abordé l'affaire, vous vous en souvenez, avec un esprit totalement vierge, ce qui est toujours un avantage. Nous n'avons pas échafaudé de théorie. Nous étions là simplement pour observer et tirer des déductions de nos observations. Qu'avons-nous vu pour commencer? Une demoiselle, très tranquille et fort respectable, qu'on ne pouvait absolument pas accuser de nous cacher quelque chose. Et puis, une photographie qui m'a révélé qu'elle avait 2 sœurs plus jeunes. Instantanément, j'ai pensé que la boîte avait pu être adressée à l'une ou l'autre. J'ai mis cette idée de côté en me disant que nous pourrions la vérifier ou l'infirmer à loisir. Puis, nous nous sommes rendus dans le jardin et nous avons examiné que le contenu de la petite boîte jaune, la ficelle, était du genre de celle dont se servent les voiliers à bord d'un navire. Tout de suite, notre enquête s'est parfumée d'un souffle d'air marin. Quand j'ai remarqué que le nœud était confectionné à la manière des marins, que le paquet avait été posé d'un port et que l'oreille masculine était percée par un anneau, ce qui est plus fréquent chez les marins que chez les terriens. J'ai acquis la certitude que les acteurs du drame appartenaient à la classe sociale des gens de la mer. Quand j'ai examiné l'adresse du paquet, j'ai constaté qu'elle portait le nom de mademoiselle S. Cushing. La sœur aînée s'appelait bien sûr mademoiselle Cushing. Et bien que l'initiale du prénom fût un S, ce S pouvait concerner aussi bien l'une de ses sœurs. Dans ce cas-là, il fallait reprendre toute l'affaire sur de nouvelles bases. Je me suis donc rendu dans la maison pour éclaircir ce point. J'allais affirmer à mademoiselle Cushing que j'étais convaincu qu'une erreur avait été commise, quand je me suis brusquement, vous vous le rappelez, interrompu. Le fait est que je venais de voir quelque chose qui m'a rempli d'étonnement et qui, du même coup, a limité singulièrement le champ de nos investigations. En qualité de médecin, vous savez, Watson, qu'il n'y a pas d'organe du corps humain qui présente plus de personnalité qu'une oreille. Toutes les oreilles diffèrent les unes des autres. Il n'y en a pas 2 semblables. Dans le numéro de l'an dernier de l'Anthropological Journal, vous trouverez 2 brèves monographies de ma plume sur ce sujet. J'avais donc examiné les oreilles dans la boîte avec les yeux d'un expert, et j'avais soigneusement noté leurs particularités anatomiques. Imaginez ma surprise quand, regardant mademoiselle Cushing, je m'aperçus que son oreille correspondait exactement à l'oreille féminine que je venais d'examiner.
Il ne pouvait pas s'agir d'une simple coïncidence. La même minceur de l'hélix, la même incurvation du lobe supérieur, la même circonvolution du cartilage interne. Pour l'essentiel, c'était la même oreille.